Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette masterclass Valtus que j'ai l'honneur de présenter en compagnie de Sandrine Dorbe, ici présente. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Pierre-Olivier Gissereau. Je suis associé chez Valtus, Valtus, leader européen et mondial du management de transition. Et nous avons comme mission d'accompagner nos clients sur des situations à fort enjeu avec nos managers de transition. Et de situations à fort enjeu, parfois on les crée, parfois on les subit. Et là, on a une gentille directive de l'Europe qui s'impose à nous sur la transparence des salaires et qui est donc le thème de notre webinaire d'aujourd'hui, Salaire, comprendre la nouvelle ère de la transparence. Alors Sandrine, déjà merci d'être là. Merci de m'inviter. Sandrine, tu es une femme de talent. C'est pas mal aussi. Une experte en rémunération, mais pas que. Mais pas que. Tu es aussi autrice. Tu as écrit déjà 2 livres. Il y a 9 mois, un premier. La rémunération, ce n'est pas qu'une question d'argent. N'est pas qu'une question d'argent. Et puis très récemment, il est quoi? C'était il y a 10 jours. 2 semaines, oui. Il y a 2 semaines, transparence des salaires, guide de survie à l'usage des dirigeants. Voilà. Alors, pour l'anecdote, avec un petit goodies, avec un marque-page transparent. Donc, transparence des salaires, marque-page transparent. Transparent, évidemment. Et ça, c'est un peu aussi ta marque de fabrique. Tu parles de choses sérieuses avec humour. J'essaye de ne pas subir, pour reprendre le terme que tu as utilisé, mais plutôt d'accueillir. En tout cas, d'essayer de le faire avec le moins de douleur possible. Et donc, on va essayer de vous parler de ce sujet avec humour. Et si vous aimez, et j'en suis sûr, tout ce que va vous raconter Sandrine aujourd'hui, écoutez, vous avez la possibilité aussi d'aller sur son site LinkedIn où vous verrez un certain nombre de vidéos qui vous expliqueront un certain nombre de choses sur c'est quoi Compenben, c'est quoi les salaires, c'est quoi, etc. Mais revenons au sujet du jour. Donc, salaire, comprendre la nouvelle ère de la transparence. Alors, je ne vous cacherai pas qu'on a hésité assez longuement sur le titre. On a eu, première idée, directive transparence, mieux vaut être prêt que surpris. C'était bien, c'était pas mal, mais hésité. On a discuté avec la com. Deuxième idée, transparence salariale, le jour où les salaires sortent du placard. Alors, nous, c'était notre préféré, mais alors là, la com, elle a dit non. Bon, non, ok. pas de placard. Donc, on n'a pas fait de placard. Enfin, bon, référence à des films que certains connaîtront peut-être. Et puis, le troisième titre, là, c'était mon préféré à moi. Nouvelle directive, déminer avant que cela n'explose. Voilà. Bon, alors, la volonté de toutes et tous, c'est que personne n'explose dans la salle, ni de l'autre côté de la caméra. Donc, nous n'allons pas exploser, mais nous allons essayer, dans les maintenant 55 minutes qui nous restent, de vous expliquer cette directive, parce que je vais vous rappeler quelque chose qui est très simple. Comment s'appelle ton entreprise, Sandrine? Ma société s'appelle How Much. Et pourquoi How Much? Parce que dans combien, il y a d'abord comment. Voilà. Combien, comment, quoi. Voilà. Donc, on va vous expliquer ce qu'est cette directive. On va vous expliquer comment la mettre en place et puis pourquoi en faire, en fait, de ce que certains, j'ai des personnes, en répondant à cette invitation, qui disaient encore un truc que les Chinois n'ont pas et qui va nous foutre le… Voilà. Pas encore, que les Chinois n'ont pas encore. Non, pas encore. Eh bien, écoutez, espérons que cette nouvelle ère de la transparence salariale, ce soit plus une opportunité qu'un problème. En tout cas, on va essayer de vous donner les clés pour que ça le devienne. Donc, je me tais. Alors, dernière chose, ce webinaire est enregistré et filmé et sera diffusé à partir de demain sur la page LinkedIn de Valtus et sur tous les bons supports, y compris YouTube. Donc, n'hésitez surtout pas à revisionner ce webinaire et à le transférer à tous vos contacts à qui vous pensez que cela pourra être utile. Voilà, vous aurez la possibilité aussi, juste après la courte présentation de Sandrine, de poser des questions dans le fil. Vous avez dans ce webinaire un petit endroit où il y a marqué questions. Donc, n'hésitez pas, je me ferai du mieux possible votre porte-parole pour les transmettre à Sandrine et qu'elle puisse y répondre en live. Sandrine, encore une fois, merci beaucoup d'être là. The floor is yours. Avec joie. Alors, vous sentez, j'ai la pression. Moi, j'aime à dire que je suis ceinture noire de digression. La rémunération est un sujet qui me passionne, quelque part. Et le sujet de la directive, c'est un peu la nouveauté qu'on a eue ces dernières années et dans laquelle je me suis plongée. Donc, j'ai tendance parfois
réfléchir en arborescence et à partir dans tous les sens. Mais aujourd'hui, on m'a demandé d'être sharp, d'être synthétique. Et donc, je vous propose une lecture de cette directive en 8 points clés. Premier point clé dans la directive. Alors, avant de parler des points clés, il faut quand même rappeler d'où elle vient cette directive, parce que moi aussi, souvent, on me dit ça, c'est encore un truc que les Chinois n'ont pas. En vrai, on n'avait pas Pas encore. encore, pas encore. Mais on me dit souvent ça, c'est encore un truc de technocrates bruxellois pour embêter les entreprises. Pas tout à fait. Cette directive, il faut voir qu'elle s'inscrit dans un contexte économique et social. Cette directive, qui date de 2023, de mai 2023, c'est une réponse à un double constat d'échec. Premier constat d'échec. Au niveau européen, nous n'avons pas réussi à réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Travail égal, salaire égal, ça date du traité de Rome. Traité de Rome, Oui, aussi. 1957. C'était ça que je cherchais. C'est ce que j'allais dire. J'aurais dit 62, mais c'est bon, ok. 1957. Donc finalement, ça commence à dater un peu et on n'arrive pas à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et j'insiste, au niveau européen. Premier constat d'échec. Deuxième constat d'échec, ça ne vous aura peut-être pas échappé, cher ami, que le contexte social est un peu tendu. Tu trouves? Ça se dit dans les médias. Moi, je ne le conteste pas, mais le fait est qu'au niveau européen, le contexte est tendu. Il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de défiance vis-à-vis de tout ce qui représente une forme de gouvernement. Et en entreprise, on n'y échappe pas. Il y a beaucoup de méfiance et une perte de confiance vis-à-vis des décisions de l'entreprise et des dirigeants, des dirigeantes. Et donc là, l'Europe dit OK, on n'arrive pas à réduire les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que finalement, ces écarts, ils se créent et ils se perpétuent à plein de moments de la vie des salariés. Donc, on va aller regarder tous ces moments et on va adresser une solution. Et pour le contexte social, eh bien, on va faire en sorte de rétablir la confiance. Et pour ça, on va obliger les entreprises à être très claires sur les règles de détermination des salaires et d'évolution des salaires, mais même de l'ensemble de la rémunération. Donc, c'est ça le contexte de la directive. Ce n'est pas pour embêter les entreprises, c'est pour ramener de la confiance dans la société avec un petit S et avec un grand S, mais aussi pour enfin réussir à réduire les écarts de salaire qui ne seraient pas justifiés. Ce qui me permet de parler d'une première idée reçue. On me dit parfois, avec cette directive, tout le monde va être payé la même chose. Ce n'est pas ce que la directive demande. La directive demande à ce que s'il y a des écarts de salaire entre deux personnes sur un même poste, il faut qu'on puisse l'expliquer de manière objective. Et récemment, il y a une directrice d'un grand groupe du CAC 40 qui me disait qu'elle a connu, elle a eu connaissance, un peu par accident, des rémunérations de ses homologues sur des postes assez équivalents aux siens. Elle en a parlé à sa DRH, qui lui a dit, écoute, en fait, tu n'as pas eu de chance parce que quand tu es rentrée dans le groupe, tu as mal négocié. Et puis en plus, tu es une femme, donc ça, c'est assez symptomatique des femmes, vous négociez mal votre salaire. Puis comme tu le sais, chez nous, on n'a pas des grosses augmentations une fois qu'on est là. Donc voilà, oui, tu es très en décalage avec tes homologues, c'est normal. Ça, du point de vue de la directive, ce sera illégal. Ce n'est pas un critère objectif de ne pas avoir su négocier sa rémunération. Donc, la directive n'attend pas que vous rémunériez tout le monde de la même façon, elle attend que vous justifiez les écarts de rémunération. Premier temps fort de la vie des salariés, c'est le recrutement, justement. Et la directive, elle impose une transparence des informations au moment du recrutement. Au moment du recrutement, on va devoir mettre une fourchette de salaire dans les offres d'emploi. Alors, une fourchette de salaire dite cohérente. La directive ne précise pas ce qu'est la cohérence, donc ça sent la jurisprudence, mais on doit publier une fourchette de salaire cohérente. Au moment du recrutement, deuxième élément important, on n'aura plus le droit de demander aux candidats et aux candidates leur rémunération actuelle. L'idée, c'est de sortir du biais d'ancrage. Vous savez, quand un candidat ou une candidate nous donne sa rémunération actuelle, on cale un peu le budget en fonction de ce qu'il ou elle a. Et on se dit, bon, si on propose 10% de gap, ce sera déjà super, quand bien même on avait un budget qui était plus large que ça. Ce qui me permet d'adresser une autre idée reçue. J'entendais récemment sur un plateau télé où le sujet était la transparence des salaires, un dirigeant qui disait qu'il regrettait cette mesure parce que, puisqu'on ne peut plus demander aux gens quel est leur salaire actuel, on ne connaîtra pas leurs besoins. Et pas du tout. La directive, elle ne nous interdit pas de demander aux gens quelles sont vos prétentions salariales. Elle nous interdit juste de leur demander, d'accord, et maintenant que je sais combien vous voulez, combien vous gagnez aujourd'hui? On a le droit de poser cette question? On a le droit de demander combien vous voulez. On n'a Pas pas le droit de demander combien vous demandez aujourd'hui. Ce Mmh. sera tout aussi illégal que poser une question sur le désir de parentalité, par exemple. Moi, Après, j'ai ouais. 3 enfants, c'est bon. On parle un petit quatrième? Non. C'était illégal, je n'avais pas le droit de le demander.
Heureusement qu'on n'est pas filmé. Et je te dirai pas combien je gagne non plus. Le premier moment important, le recrutement. Deuxième moment important, c'est le moment où on est dans l'entreprise, justement. Et quand on est salarié d'une entreprise, on va avoir droit à la formation. La directive, elle crée le droit à l'information. Mmh. Chaque salarié aura le droit de demander des informations très précises sur la définition de son salaire, pourquoi j'ai cette rémunération pas et pas plus, pas moins, et comment ce salaire il peut évoluer dans le temps. Autrement dit, je veux les détails de mon niveau, et pour passer au niveau du dessus, qu'est-ce qu'on attend précisément de moi. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore fait ce travail-là de définition des niveaux et de justification quelque part des niveaux. Moi, j'ai passé 10 ans dans le secteur bancaire, Mmh. j'avais une lettre, c'était mon niveau. En vrai, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière cette lettre, hein. Je savais que le niveau du dessus, c'était la lettre suivante, mais concrètement, ce qu'on attend de la lettre suivante, c'est assez flou. Donc, il y a tout ce travail-là de justification, en tout cas de cadrage qui doit être fait. Et le droit à l'information, c'est aussi le droit de demander la moyenne des salaires à poste équivalent, avec la ventilation homme-femme, pour qu'on puisse un peu se situer. Tu nous expliqueras là, poste équivalent, Ouais. parce que ça fait partie des sujets. Mais on aura l'occasion pendant le Q&A de revenir sur tous ces termes et comment on le met en place. C'est vraiment le un point sensible dans Ouais. cette directive, c'est finalement c'est quoi un poste équivalent. Et Mmh. pour moi, et on en reparlera ensuite de ce qu'on doit faire, un des premiers trucs à faire, c'est d'être en capacité de dire qu'est-ce qu'un poste équivalent. Mmh. Bien sûr. Je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard. Mmh. Le petit truc coquin de cette directive, c'est que toutes les entreprises vont devoir rappeler tous les ans à leurs salariés qu'ils disposent de ce droit. Un jour, un dirigeant m'a dit, bon, la première année, tout le monde va nous demander, mais ensuite, les gens vont oublier. Alors, la directive, elle a prévu ça. Donc, pour que les gens n'oublient pas leur droit à l'information, l'entreprise devra rappeler tous les ans que les gens ont le droit de demander les informations sur la définition des salaires, les informations sur les évolutions et les moyennes de salaire à poste équivalent. Donc non, les gens n'oublieront pas. Pour les entreprises de plus de 50 personnes. Alors, la directive, elle parle d'entreprises de plus de 100 personnes, mais en France, on sera plutôt à 50. Pourquoi 50 ? Parce qu'on a déjà imposé l'index égalité homme-femme aux entreprises de plus de 50 personnes. D'accord. Alors, la précédente ministre du Travail trouvait ça dommage qu'on régresse. Donc, on a abaissé le seuil à 50. Toutes les entreprises de plus de 50 personnes devront, en plus des obligations que je viens de citer, publier un reporting. Un reporting un peu différent de l'index EGAPRO. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est est-ce que l'index EGAPRO va disparaître, enfin en tout cas sa version actuelle va disparaître pour aller vers ce nouvel index, ou est-ce que les deux vont coexister? Ça, c'est encore un peu flou. Mais dans ce nouvel index, on va devoir publier la moyenne et la médiane des salaires, avec la ventilation homme-femme, la moyenne et la médiane de la rémunération, avec ventilation homme-femme. Mmh. Dans la rémunération, qu'est-ce qu'on met? Ça aussi, le texte français, le texte de loi français, le texte de transposition n'est pas encore assez abouti, et donc il y aura encore des débats sur qu'est-ce qu'on met dans la rémunération. Mais typiquement, il y aura le salaire, il y aura les bonus, les variables, il y aura les potentiels avantages, par exemple les voitures de fonction, Mmh. potentiellement la rémunération en capital, quand on vous attribue des stocks options, des actions gratuites, des BSPCE, et tous les avantages. Est-ce qu'on met la participation, l'intéressement ou pas? En tout cas, la loi va définir ce qu'est la rémunération, et on va devoir publier la moyenne et la médiane de la rémunération avec la ventilation interne. Ok. On va devoir publier aussi une photo finalement de la sociologie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va devoir expliquer quartile de rémunération par quartile de rémunération le poids en fait des genres. Typiquement, les quartiles, pour celles et ceux qui ne se souviennent pas de leur cours de stats, c'est classer les salaires du plus petit au plus grand, Mmh. et on le découpe en 4 groupes. Premier Mmh. quartile, Le quartile. Mmh. les 25% les moins bien payés de l'entreprise. Mmh. Et là, on va les dire, dans les 25% les moins bien payés de l'entreprise, il y a tant de pourcentage de femmes, tant de pourcentage d'hommes. D'accord. Pareil pour les 25% suivants, les 25% suivants. Mmh. Et les 25% les mieux payés de l'entreprise, pourcentage de femmes, pourcentage d'hommes. En complément, on publie aussi le pourcentage de personnes de l'entreprise qui sont éligibles à un variable, ventilation homme-femme toujours, la moyenne des variables versées, ventilation homme-femme, et le point qui va piquer un petit peu. Parce que là, pour l'instant, vous allez me dire, bon, bah, c'est des stats, on a Excel ou on a un super outil qui va nous le faire. La précédente ministre du Travail disait que ça pourrait être automatisé dans la DSN. Mmh. Donc, vous pourriez me dire, on ne se fait pas trop de soucis. Mais le dernier point, c'est celui qui va piquer un peu et celui qui va nécessiter qu'au-delà d'Excel ou au-delà de faire des moyennes, on bosse un petit peu. C'est la moyenne des salaires à poste équivalent.
Poste équivalent. Poste équivalent. Deuxième fois qu'on en parle. Donc là, c'est le reporting pour les entreprises de plus de 50 personnes. Et j'insiste dessus, parce que ça me permet de parler d'une autre idée reçue sur cette directive, c'est que la directive, elle concerne toutes les entreprises de toute taille. Si vous avez une TPE de 10 personnes, vous êtes concerné par la directive. Simplement, vous n'aurez pas le reporting à faire. Mais la transparence des informations, le droit à l'information et ce dont je vais vous parler juste après, ça s'adresse également à vous. Dans cette directive, on parle aussi d'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'avec la directive, ce sera à l'entreprise de prouver qu'elle ne discrimine pas. Aujourd'hui, si je travaille pour Pierre-Olivier et que j'estime qu'il me discrimine, il faut que je commence à monter un petit dossier, quelques éléments de preuve, pour ensuite le présenter au juge et Pierre-Olivier devra se défendre. Demain, je n'aurai pas à réunir ce début d'indice, ce sera à lui de justifier qu'il ne me discrimine pas. Et pour justifier qu'il ne me discrimine pas, eh bien, il va falloir qu'il prouve au juge qu'il a établi des règles, qu'il a une politique de rémunération, qu'il m'a évalué de manière objective, donc il a un processus d'évaluation qui a été bien fait. Et donc, pour prouver au juge, Sandrine n'a pas été augmentée, pas parce que c'est une femme et que je ne peux pas la blâmer, mais parce qu'elle n'a pas été assez bonne par rapport aux règles qu'on a édictées dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a quand même un petit boulot administratif à faire en amont en RH quand même. Il faut réfléchir, quoi. Il faut réfléchir. Et le sujet de la version de la charge de la preuve, ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand je l'ai découvert, je m'étais lancée dans des monologues lyriques en disant c'est un changement de culture juridique, on passe d'une culture de droit romain où c'est à l'attaquant de monter un dossier versus le droit anglo-saxon où c'est au défenseur de monter un dossier. En fait, je pense que je suis passée à côté du sujet parce qu'on a déjà un cas d'aversion de la charge de la preuve en RH et dans le monde des entreprises, c'est l'accident du travail. Jusqu'au début du XXe siècle, quand on avait un accident du travail, c'était à nous de prouver que notre employeur n'avait pas mis en place la sécurité nécessaire à l'exercice de notre travail. Il y a eu une aversion de la charge de la preuve et aujourd'hui, c'est bien à l'entreprise de prouver a priori qu'elle a tout bien fait pour mettre en sécurité ses équipes. Et donc, je trouve ça intéressant qu'on se dise on va mettre la discrimination au même niveau que l'accident du travail. Voilà, je vous laisse avec ce moment de philosophie du travail que je trouve qui est intéressant et qui dit aussi des choses du moment de société qu'on est en train de vivre. Alors, je t'interromps 2 secondes. Je vois sur le chat un certain nombre de questions qui arrivent. Donc, Marion, Lucie, rassurez-vous, on va répondre à ces questions juste après la présentation là, de Sandrine. Il nous reste encore 45 minutes, donc on va traiter les questions, mais plutôt que de t'interrompre, je préfère les poser juste après. Ouais, Voilà. et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est que je vais vous parler les deux petites cases vertes suivantes et je vais prendre déjà un premier lot de questions avant de vous parler de ce que moi je préconise des chantiers qu'il faut mener dans l'entreprise. Cette directive, elle met fin au secret salarial. Alors ça, c'est le point qui étonne souvent les gens en me disant, mais il n'y a pas de secret salarial en entreprise. Alors moi, ça fait 5 ans que j'ai monté ma société et en 5 ans, j'ai quand même vu des entreprises qui faisaient signer des accords de confidentialité à leurs équipes. Pour dire, ben voilà, avant de t'annoncer ton bonus, je vais te demander de signer. Tu n'as pas le droit d'en parler à tes collègues. Et ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Donc ça existe encore. Même à la machine à café? La machine à café, c'est plus difficile à prouver. Mais en tout cas, on n'aura plus le droit d'interdire aux gens ou de leur faire le reproche d'avoir parlé de parler de leur rémunération. D'accord. Et enfin, dernier volet, c'est le volet des sanctions. La directive prévoit des sanctions, c'est la loi française qui doit les définir. A priori, on partirait sur des sanctions administratives. Sanctions administratives, c'est-à-dire qu'on n'a pas à passer par un juge. Donc ça peut tomber un peu plus vite. Comme l'index EGAPRO, on pourrait être sur un pourcentage de la masse salariale en cas de non-conformité à la loi. Mais là où il faut être un peu vigilant, c'est que parfois on me dit, enfin oui, bon, l'index EGAPRO, moi je connais personne qui connaît quelqu'un qui a eu une sanction. Alors moi, je disais ça il y a 6 mois, et depuis 6 mois, j'ai des clients qui me disent, on m'a demandé des justifications. Le régulateur est venu nous demander des justifications, ce qui est assez nouveau, parce qu'avant, j'en entendais absolument pas parler. Donc moi, je me demande s'ils ne sont pas en train de commencer à mettre un système de contrôle. C'est un peu anxiogène. On va finir sur les réponses aux questions, les trucs pratiques, histoire de se remettre en mouvement pour la journée, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser la potentialité d'extension au niveau collectif. Mais moi, ce n'est même pas le collectif qui m'inquiéterait le plus, c'est l'individuel. Parce qu'il y a certes le collectif sur le non-respect de la loi, des mesures collectives, mais il y a aussi les salariés qui vont monter des actions à titre individuel pour discrimination.
Donc là, si on n'a pas préparé ces politiques de rémunération, ces potentielles grilles, ces justificatifs, on va vite être enseveli sous pas mal de procédures et d'administratifs qui ne vont pas jouer en notre faveur. Donc voilà, les sanctions. Et alors, les sanctions, on en imagine aussi, enfin, ce qui était évoqué, c'était aussi une perte d'accès au marché public, perte de subventions et perte d'accès au marché public. Il y a des secteurs, si tu leur coupes le marché public, c'est chaud. Oui, oui, ah bah, ça c'est clair. Voilà. Donc Ok. là, c'était vraiment les 8 points que je voulais partager avec vous sur cette directive. Et je vous propose qu'on prenne un premier lot de questions avant que je vous propose mon plan pour aborder. Ok, super. Donc, dans How Much, il y a combien, il y a quoi, et puis bon, il y a quoi? Alors déjà, première question, la loi, c'est prévu quand la mise en place de cette loi? Toutes les directives doivent être transposées dans un délai de 3 ans. Donc, c'est pour ça que dans la presse, on entend beaucoup parler de juin 2026. On Parce devrait que faire 23 voter plus une loi. 3, 26. Absolument. La directive date de juin 2023, donc on a jusqu'au 7 juin 2026 pour la transposer en droit français. On a connu, alors je ne sais pas si tu en as entendu parler parce que c'est un truc un peu de niche, mais il y a eu quelques mouvements dans le gouvernement Oui, et peut-être, un petit ralentissement, en tout cas, dans le travail législatif. sans doute. Ce qui fait que on a pris un peu du retard. La Mm. précédente ministre du Travail, elle voulait que ce soit voté pour cette fin d'année, hein, et elle était prête D'accord. à le faire. Bon, le nouveau ministre du Travail a priorisé d'autres chantiers, mais on va remettre ça sur le tapis dès le mois de janvier, dès le mois de février. Alors, juste pour être sûr de bien comprendre, il y a la loi, puis il y a son application. Nous, entreprises, Mm. à partir de quand il faudra qu'on mette en place cette directive? Dès qu'on aura les décrets d'application. Dès que la loi sera votée, qu'on aura les décrets d'application. Donc, ton idée, c'est quoi? Mettons que ce soit voté au premier trimestre 2026, c'est Moi, je parierais sur une application au 1er janvier 2027. 1er janvier Alors, 2027. c'est un pari, hein. Attention, hein, je ne suis pas avocate, je ne mettrai pas un certificat. Moi, je parierais sur un vote d'ici l'été, D'accord. des décrets d'application à la rentrée pour une application au 1er janvier 2027. Là où il faut faire un peu attention, c'est que parfois, il y a des personnes qui me disent, mais en fait, on va nous laisser du temps. Mm. Alors, je vais être un peu provoque, mais pourquoi on nous laisserait du temps? Parce que la directive elle existe depuis 2023. Au nom de quoi on nous laisserait du temps? Bah, pourquoi nous, entreprises, on n'aurait pas de temps alors que nos amis députés, ils ont mis 3 ans Ah à… oui, non, mais ça, c'est une forme de mauvaise foi, une forme de mauvaise foi administrative. Mais pour celles et ceux qui s'en souviennent, quand on a eu l'index EGAPRO, Mm. on a eu les conditions mi-décembre Mm. pour une publication au 1er mars suivant. Donc, on a eu 2 mois pour digérer les critères Mm. et préparer les reportings. Ok, donc, Celles et ceux qui se souviennent de RGPD aussi, ouais. qui ont dû bricoler des petites Mm. attestations sur Word la veille au soir, se souviennent que parfois, oui, c'est les entreprises qui trinquent quelque part toute Alors, l'actu administrative. Camille rebondit, et je ne prends pas forcément les questions dans l'ordre, mais rassurez-vous, je n'oublie pas les questions. Camille rebondit justement, quid de l'application directe de la directive dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi, en fait, tu vois. Donc, en fait, est-ce que ça veut pas dire qu'on ne peut pas déjà mettre ça en Ah bah place? évidemment. Alors, il y a des Est-ce- entreprises qui ont commencé à se mettre en mouvement. J'ai vu une stat l'autre jour, alors j'ai pas bien compris la source, mais c'est 14% des entreprises Mm. qui ont commencé le chantier d'application de la directive. Et c'est ce que moi, je préconise, on va en parler après, parce que ça demande quand même un petit peu de temps de revoir ces pratiques de rémunération, de préparer les procédures et aussi de se préparer en tant que dirigeant, dirigeante et en tant que manager à accueillir les réponses des collaborateurs et des collaboratrices. Parce qu'on n'aime pas trop parler de rémunération en entreprise, quand bien même l'APEC a sorti une étude la semaine dernière qui dit que les cadres, une énorme majorité de cadres est très à l'aise pour parler de rémunération. Mm. Moi, ce que je constate en entreprise, c'est qu'on n'aime pas beaucoup ça. Enfin, on aime bien parler de la rémunération des autres. Des autres, mais surtout Mm. pas de s'impliquer. Bah non, en fait, ce qui nous intéresse, c'est celle des autres. La sienne, on la connaît déjà. Question de Marion, et peut-être avant de passer à tes recommandations pour le comment. Dans les petites entreprises, il est difficile de donner une moyenne de salaire à poste équivalent, la distinction hommes et femmes, sans dévoiler le salaire des autres salariés. Alors ça, vous aurez une petite vidéo, ça doit être la idée reçue Oui. numéro 6 ou 7, je ne sais plus, de temps, ou 5, je ne Écoute, sais j'ai plus. perdu le fil aussi, Ouais, mais c'est une idée reçue que j'ai traitée en vidéo et voilà. qu'on partagera avec vous ensuite. Voilà, mais que prévoit la directive dans ce cas? Est-ce qu'il n'y a pas, alors, peut-on, doit-on ne pas donner d'informations au titre de la protection des données personnelles? Non. Alors, c'est que la directive, elle est quand même RGPD compatible, hein. La directive, elle dit qu'on doit donner l'information et ensuite, c'est chaque droit local qui doit proposer une adaptation. Dans le texte de loi français qui existe, hein, une fois de plus, la précédente ministre était en chemin. Mais dans le texte que la précédente ministre a travaillé et s'apprêtait à proposer, il était prévu que
Si à poste équivalent, on n'a qu'une femme ou qu'un homme, Mmh. du coup, c'est vrai que c'est gênant. Quand on va demander la stat avec le découpage homme-femme, on va voir la rémunération de cette personne. Mmh. Donc, si on n'a qu'un homme ou qu'une femme sur un poste équivalent, on ne donne pas l'information au salarié qui la demande, Mmh. mais on donne l'information, ça ne va pas vous plaire, je vous préviens, aux partenaires sociaux qui devront être les garants et poser la question, enfin garant de la confidentialité, mais aussi pouvoir challenger la DRH, en tout cas l'entreprise qui donne l'info. Tu demandes, il n'y a qu'une, enfin, qu'une Ouais. femme à poste équivalent, tu demandes la moyenne, on ne va pas te répondre. Par contre, tes partenaires sociaux vont recevoir l'info et vont pouvoir challenger. Est-ce que vraiment c'est normal qu'il soit à cette position? Va demander les éléments objectifs, va Mmh. demander ce qui justifie un décalage à la moyenne ou pas. Donc, ce sujet-là, il est traité. Alors, je vous donne un exemple qui ne nous concerne pas. Par exemple, en Suède, ils n'ont pas pris ces précautions-là. En Suède, même s'il n'y a qu'un homme ou qu'une femme, on publie la moyenne, on publie la moyenne avec le découpage, donc c'est pas grave. C'est assez facile à calculer en plus, la Voilà. moyenne. Chez eux, ça pose pas de problème. Chez nous, ce qu'on a prévu, c'est on ne répond pas aux salariés, mais on transmet à un tiers qui devra défendre les droits des salariés. Alors, peut-être une dernière question, vu qu'on est en train de parler aussi de notion de taille. Donc, j'ai compris que c'était à partir de 50 que ça Ouais. s'appliquait. J'ai une question. Dans le cadre d'un groupe de sociétés, les statistiques intégrées dans le reporting doivent-elles être appréciées pour chacune des entreprises, à l'échelle des UES ou à l'échelle du groupe? De ma compréhension, c'est à l'échelle des entreprises. D'accord. De ma compréhension, comme l'index EGAPRO, hein, OK. c'est à l'échelle des entreprises. OK, super. Est-ce qu'on passe peut-être Allez, à on on passe repasse à… à quelques slides et puis, je vois que merci Bruno, hein, pour la question. Je te salue Bruno d'ailleurs et il y a plein de questions, donc je pense qu'on va essayer d'être le plus concis possible sur la présentation et essayer de répondre à un maximum de questions, sachant qu'on va essayer de vous partager cette présentation, peut-être une une présentation un peu plus Une étoffée, version un peu plus étoffée. où vous pourrez retrouver ce que Sandrine nous présente aujourd'hui. Comme je vous avais avec moi ce matin, je voulais en profiter et vous partager peu d'éléments, mais ensuite vous allez recevoir la version de cette présentation avec davantage d'éléments pour relire tout ça à froid la semaine prochaine, potentiellement avec votre DRH, Si vous êtes DRH, ce qui est avec votre aussi, DG. voilà, et avec votre DG, à mon avis. Et même avec tout votre CODIR, parce que Oui, je pense que ce n'est pas un sujet que de non, DG et de DRH. ça c'est une idée reçue aussi. Mm, Parfois on me dit, non mais dans transparence des salaires, il y a salaire, salaire, c'est un sujet RH, c'est ma DRH qui va gérer. mm, Non. C'est un sujet, alors moi j'aime à dire que la rémunération, c'est pas qu'une question d'argent. Et parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de gouvernance. Et donc ce n'est pas qu'un sujet RH, c'est pas un sujet qui doit être porté que par la RH, mais par l'ensemble du CODIR. La première chose que moi je conseille, c'est de définir ou de redéfinir sa politique de rémunération. mm, Il y a beaucoup d'entreprises qui me disent, mais moi j'ai déjà une politique. Ce qu'elles ont souvent, c'est un document Word qui s'appelle politique de rémunération mm, et qui est finalement la synthèse d'un ensemble de pratiques. Ce n'est pas une vraie politique de rémunération. Ce que moi j'appelle une politique de rémunération, c'est un ensemble cohérent qui est très lié à la stratégie de l'entreprise, qui est mm, très lié à sa culture et qui explique point par point les éléments de rémunération, mm, à quoi ils servent et comment ils sont définis et comment ils évoluent dans le temps. Quand un collaborateur ou une collaboratrice lit sa politique de rémunération, il doit pouvoir répondre spontanément à la question comment mon salaire est défini et comment est-ce qu'il va évoluer dans le temps. Si on a juste une liste de choses qu'on met en place avec parfois des éléments peu clairs ou pas cohérents, on n'a pas une vraie politique. Donc moi, je conseille d'abord de se poser sur sa politique de rémunération, de voir ce qu'on peut redéfinir ou améliorer pour avoir ce document qui nous permet, en tant que dirigeant, en tant que DRH, de répondre aux salariés. Voilà comment on définit les salaires. Non, c'est pas à la gueule. Voilà comment ils évoluent dans le temps. Et je t'invite même à lire le document toi-même. Donc, il faut qu'on ait un document qui soit assez clair pour avoir ce premier niveau de transparence. On ne parle pas encore de chiffres, hein, je ne vous ai pas dit de publier vos grilles. Mais la politique de rémunération, elle pourrait être partagée à tout un chacun sans cachotterie, parce que le document est assez clair et logique, cohérent, avec qui vous êtes, votre stratégie et ce que vous avez envie de faire. La deuxième chose importante, c'est de structurer vos niveaux en interne et vos niveaux, vos grades, votre classification. Parce qu'il y a cette notion justement de poste équivalent. Je vais vous donner un exemple. Alors, je suis désolée, celles et ceux que j'ai déjà croisés, je vous l'ai sûrement déjà donné parce que c'est mon préféré. Chez une cliente, une entreprise de 5000 personnes, on parle souvent des postes équivalents et elle me dit, mais chez nous, c'est très clair parce qu'on a des grades, on a des postes, on a des job desks. Donc, c'est bon, on sait. Et donc, comme j'ai accès à sa paye et que j'adore Excel, euh,
j'ai fait la moyenne des chefs de projet. Premier niveau de cadre. J'ai pris le premier niveau de cadre, j'ai pris les chefs de projet. Ce qui va arriver, je veux dire, demain, un chef de projet, une chef de projet pourra demander la moyenne des salaires sur son poste. Donc, poste équivalent, le titre du poste et le grade. Et là, déjà, je passe un petit moment à cleaner ma base. Parce que j'ai chef de projet au singulier, chef de projet au pluriel, chef de projet au singulier, chef au pluriel, chef point médian. Enfin, déjà, on a, dans la même entreprise, on a 7 façons différentes d'écrire le même boulot. Alors, chef de projet, vous prenez comptable fournisseur, c'est pareil. Un coup on met un S, un coup on n'en met pas. Bref, parfois il y a un espace qui débarque dans le truc. Donc, il y a déjà un peu de temps quand on dit, mais une stat, c'est rapide à faire. Pas toujours. Si les bases, elles sont pas nettes, c'est pas facile de sortir une moyenne comme ça. Parce que les salariés et les dirigeants, parfois, je m'excuse, il y a des dirigeants, des dirigeantes avec nous, mais ils pensent qu'à l'RH, on est un peu comme dans un film américain. C'est-à-dire qu'on nous demande une stat. Tu me demandes une stat et moi, je me tourne vers mon PC, je tape frénétiquement et tac, je te donne la Merci moyenne. pour la stat. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on va déjà se poser de quelle est la bonne base de données. On va la cleaner et ensuite on va faire une stat. Et ensuite, on va bien regarder ce qu'il y a derrière la stat pour être sûr de ne pas donner une donnée fausse. Bref, je reviens à mon histoire de structuration de niveau et de mes chefs de projet. Donc déjà, je passe trop de temps à nettoyer ma base pour pouvoir donner la moyenne des chefs de projet. J'ai ma moyenne des chefs de projet, j'ai le minimum, le maximum, et figure-toi que dans cette boîte, jeune cadre, premier niveau de cadre, jeune ou pas, les salaires vont de 35 000 à 100 000 euros. Sur chef de Chef projet. de projet, premier niveau de projet. Et donc, quand j'en parle à ma cliente, elle me dit: «Ah oui, mais non, mais en fait, il y a des gens», ça y est. Alors, les chefs de projet, au départ, on se disait qu'il n'y avait rien qui ressemblait plus à un chef de projet qu'un chef de projet. Pas du tout. Il y a des spécificités d'un métier à l'autre, dont des niveaux de rémunération différents. Il y a des personnes qui sont même plus chefs de projet, juste on n'a pas mis à jour la base de données. Ah, puis il y a des gens, ils ne devraient pas être à ce niveau-là. Ben non, effectivement. Donc, vous voyez, il y a structurer ces niveaux et ces grades, c'est à la fois être en capacité d'expliquer les différences des niveaux à l'autre, mais aussi de nettoyer ces bases de données. Alors, bon, j'avais dit que je posais les questions après, mais là, il y en a une qui est pile poil sur le thème qu'on est en train d'aborder. C'est une question de Paul. Comment faire lorsqu'à poste équivalent, chef de projet par exemple, il existe des différences de qualification d'expérience ou tout simplement de motivation? Alors, je ne sais pas si la motivation rentre dans le cadre de la loi. Une rémunération peut également être liée à l'attitude d'un collaborateur, à son niveau d'engagement, etc. Il n'y aura plus d'appréciation et RH, c'est tout de même Mais non, important. bien sûr que si. Et j'en reviens à ce que je disais au tout départ. Il ne s'agit pas de payer tout le monde la même chose. Il ne s'agit pas de payer mes chefs de projet tous la même chose. Il s'agit de pouvoir expliquer de manière objective ce qui différencie deux salaires. Donc, quand on parle de parcours de carrière, parce que par exemple, là, je vous parle d'un grand groupe de 5000 personnes. Les grands groupes, ce qu'ils vendent aussi en termes d'expérience collaborateur et de promesses employeurs, c'est la mobilité. De dire qu'on peut avoir une carrière dans une filière et puis ensuite complètement changer, repartir à zéro dans un autre métier. Mais ça, du coup, on peut l'objectiver. On peut dire, bah oui, mais en fait, on ne va pas diminuer les salaires des gens. Ce qu'on valorise dans notre groupe, c'est la mobilité, c'est l'expérience, etc., etc. Ça, on peut justifier. Quand vous dites la différence de motivation, il faut l'objectiver. Mais là aussi, hein, au début, on me dit, ben non, c'est difficile d'expliquer la motivation. Non, quand on parle à des managers et qui dit, bah non, mais un tel, il est plus motivé, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait objectivement. Et là, le manager, il déroule. Hein. Ah, parce qu'en fait, quand on lui demande un truc, eh ben, il râle pas. J'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Mais... Et ça, si c'est écrit quelque part, si dans une éval, c'est écrit, on peut dire, bah non, mais en fait, lui, il est mieux payé parce qu'il est, il est plus motivé. Et je vais vous expliquer en quoi il est plus motivé. Je vais l'objectiver. On a le droit de faire des différences. Hein. On n'a plus le droit de faire des différences qu'on n'explique pas. C'est ça la clé. D'où le travail administratif en amont, le fait de poser les bases sur qu'est-ce qu'on rémunère chez nous. Si chez vous, ce qu'on rémunère, c'est la motivation, mais il va falloir expliquer ce qu'est la motivation, comment est-ce qu'on la mesure quelque part et comment on la valorise. Et là, juste sur mes chefs de projet, entre 35 et 100 000 euros, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de base de données qui n'est pas propre. C'est un problème de grade qu'on n'applique pas. Et il y avait une question sur la classification de la convention collective. Si vous avez le bonheur de travailler dans la métallurgie, et que vous avez souffert ces dernières années sur les travaux de remise à plat de la classification, là maintenant, vous devez souffler un peu. Vous dire, ouf, ça valait le coup de s'enquiquiner autant dans ces revues des classifications. Si vous êtes sur Syntec, s'appuyer sur la classification de la convention collective, ça va être plus compliqué, parce qu'elle ne donne pas assez de détails quelque part. Dans des entreprises, parfois, quand j'interviens, on se base sur la convention collective parce qu'elle est bien faite et elle donne assez de détails, et parfois, on est obligé de créer un système en plus, un système de grade, de classification interne en plus, parce que la classification de la convention collective ne nous permet pas d'expliquer les différences sur des postes qui ont l'air d'être les mêmes.
Ok, donc ça, c'était la question de François. Je ne sais pas si tu veux parler du cadre d'après là sur le Mais SI. justement, plus j'ai un peu empiété dessus, c'est s'appuyer sur un système d'information qui est fiable et qui est bien alimenté. Mm. J'ai travaillé pour des très grosses entreprises. J'ai travaillé pour des toutes petites entreprises. J'ai travaillé pour des entreprises qui avaient beaucoup de moyens financiers, j'entends, pour la RH. J'ai travaillé pour des boîtes qui avaient rien. Mm. On colle des rustines, on croise les doigts pour que ça ne craque pas. Toutes ces entreprises-là, elles ont un point commun. La data est toujours dégueulasse. C'est un critère d'étonnement à chaque Ouais, fois. d'étonnement, je ne sais pas, mais Oui, je suis naïve, donc à chaque fois, je Mm. tombe de ma chaise. Mais à chaque fois, je me rends compte que quand on veut industrialiser les stats côté RH, Mm. en fait, c'est pas facile d'avoir des données nettoyées et fiables. Et même moi, dans mon ancienne vie, il y avait une équipe qui était dédiée à ça, hein. Il y avait 5 personnes qui travaillaient à temps plein. Alors, on était 20 000 collaborateurs, donc, mais on était 5 personnes qui travaillaient à temps plein sur ce qu'on appelait la data quality. Et quand on lançait notre révision de salaire une fois par an, l'équipe rémunération, donc on était 5 experts, à temps plein, on renettoyait les bases. Donc, vous voyez quand même, donc ce que je veux dire, c'est que pour répondre rapidement à ce que la directive demande, il va falloir s'appuyer sur des bases de données assez propres pour pouvoir s'adapter vite et répondre rapidement. D'ailleurs, quand je disais les entreprises auront l'obligation de répondre aux salariés, le projet de loi français prévoit 2 mois. Un temps de réponse de 2 mois. Donc, je vous fais la demande le 1er avril, et ce n'est pas une blague, vous avez jusqu'au 1er juin pour me répondre. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouf, on va avoir un peu de temps pour s'assurer que la stat qui sort, elle est propre. Mais là, il faut être vigilant et vigilante, c'est que pour nous, ça nous paraît un délai convenable. Pour les salariés, ça paraît énorme. Vous vous souvenez de l'image avec l'ordinateur dans les films américains? Ça va paraître énorme pour les salariés qu'on mette 2 mois à leur répondre. Donc, si jamais on met plus de 2 mois à leur répondre parce qu'on est sous-staffé, parce qu'il y a d'autres urgences, parce que sais-je, ça risque de tendre inutilement, quelque part, la relation, alors qu'au départ, c'est juste qu'on a une personne en arrêt maladie dans l'équipe et qu'on n'a pas priorisé le calcul de la stat. L'élément suivant qui est assez important dans cette directive, ce qui fait que ça va changer pas mal de choses, c'est qu'on va devoir impliquer davantage les représentants du personnel. Lors du reporting, que vous devez calculer parce que vous êtes une entreprise de plus de 50 personnes, vous allez constater peut-être qu'à poste équivalent, il y aura un écart de plus de 5% entre la moyenne des hommes et la moyenne des femmes. Quand ça arrivera, vous allez devoir travailler en collaboration avec les partenaires sociaux pour identifier la source de cet écart, proposer un plan de réduction de l'écart et contrôler l'application du plan. Parfois, on me dit, ça, on le fait déjà avec l'index EGAPRO. Pas du tout. Ce que vous faites avec l'index EGAPRO, c'est présenter aux représentants du personnel la note, expliquer un peu le détail, mais rien ne vous oblige à le faire. Il y a des entreprises qui vont plus loin parce qu'elles veulent alimenter le dialogue social, mais on ne vous oblige pas à le faire. Là, la directive va imposer qu'on implique davantage les représentants du personnel et donc qu'on travaille davantage en collaboration avec eux. Donc, dans les environnements où le climat social est tendu, ça s'anticipe un petit peu. Okay. Et anticiper, pour moi, ça veut aussi dire les former. Alors, former les représentants du personnel pour s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Former les équipes RH. Alors, dans les grandes structures où on a des RH de terrain, qui parfois sont un peu loin du siège et qui peuvent se sentir un peu démunis, il va falloir les former pour leur rappeler ce qu'est la rémunération, quel est le package, quelle est la politique dans l'entreprise. Et former les managers qui vont être les premiers, les premières à recevoir les demandes des collaborateurs, des collaboratrices. Et ce qu'on veut éviter, c'est que les managers, qui sont aussi des collaborateurs et des collaboratrices, renvoient tout de suite à la RH. On va dire non, mais écoute, je ne sais pas, je n'ai aucune information, vois avec la RH. Il y a plein de choses dans cette idée-là de former les gens, c'est que parfois, quand on est nommé manager dans une entreprise, on n'était pas manager, on le devient. Si on a un peu de chance et un budget formation, on part 2 jours en formation. On part 2 jours en formation, on fait le disque. Voilà, on apprend sa couleur, on apprend à discuter avec un vert, un jaune, un bleu. On fait un petit exercice de 2 heures sur comment est-ce qu'on répond à une demande d'augmentation. Voilà. On fait ça pendant 2 jours. Ensuite, on retourne en entreprise et on ne fout plus jamais les pieds en formation. On ne met plus jamais les pieds en formation. Je vous prie de m'excuser. La passion. Bref. On ne met plus les pieds en formation, on ne nous envoie plus en formation. Et alors, quand vous changez d'entreprise, que vous prenez un poste de manager, on ne pense même pas à vous renvoyer en formation pour rebattre un peu les cartes, enfin pour ramener un peu de frais. Et je pense que les managers, ils sont tout aussi stressés que les collaborateurs et les collaboratrices à parler de rémunération. Et donc, il faut aussi les former de nouveau. Il faut leur reparler de la politique de rémunération.
Moi, quand j'étais salarié, la politique de rémunération, c'était mon quotidien. Donc, je la connaissais sur le bout des doigts. C'est normal qu'un manager qui fait autre chose de ses journées Mmh, oublie des choses ou parfois transforme certains éléments. Donc, de les revoir régulièrement, pas mmh, tous les 2 mois, hein, mais mmh, au moins une fois par an pour dire on vous rappelle la mmh, politique de rémunération. Et cette politique, elle doit évoluer dans le temps. mmh. Et voilà les évolutions de cette année. Ben, ça fera du bien. En tout cas, ça ramènera un peu de. Alors là, ça va au-delà de la Oui, directive, hein, pardon, mais on est je reviens. d'accord. Je pense que enfin, c'était une de mes idées d'introduction. En 30 ans, j'ai moi aussi été à des fonctions de management, de DAF notamment. Alors, la RH avait l'habitude de nous envoyer un beau fichier qui était le fichier annuel d'augmentation des salaires. Ah, Et alors, souvent, ça arrivait en octobre-novembre parce que c'était un peu concomitant du budget. mmh. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui qui doivent rendre pour, je ne sais pas, le 10 décembre au plus tard, on m'avait dit, ont rendu récemment ce fichier. Donc là, faut, enfin, déjà, c'était un sujet tous les ans pour savoir combien on mettait. Mmh. Ou bien on met la même chose à tout le monde, c'est plus facile, mais bon, c'est pas forcément la bonne solution. Et puis là, en plus, il va falloir tenir compte de cette nouvelle directive pour 26 ou 27, peut-être plus 27 que 26, si j'ai bien compris. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions là qui arrivent. Donc, ce que je propose, c'est peut-être qu'on finisse la communication Oui, externe. surtout que la communication externe, quand on a bien, repensé sa politique de rémunération, quand on a bien pensé les niveaux, quand on a un SIRH sur lequel on peut s'appuyer, qu'on a impliqué les managers, les RH de terrain, les représentants du personnel, Mm, on a tout ce qu'il faut pour s'apprêter à communiquer. mm, Le reporting que vous devez publier, il y a des éléments qui vont être publics. C'est-à-dire que le régulateur s'autorise à mm, publier certains éléments. Et donc, mm, bah, si sur un rapport, on se rend compte que les chiffres ne sont pas très bons, bah, on mm, anticipe un petit peu. Si mm, jamais demain la presse ou les représentants du personnel mm. nous tombent dessus, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Donc ça, c'était pour moi, les 6 points qu'il faut penser quand on veut se préparer à la directive. Bon, alors, sans trier, alors une question de TB4 AI. Donc, je ne sais pas si AI, c'est intelligence artificielle, et donc si la question vient d'une vraie personne, mais le nettoyage j'imagine que oui, le nettoyage des bases de données va aussi s'accompagner du nettoyage des placards, dans lequel se retrouvent parfois des salariés dont l'emploi est moins coté que le précédent, alors que son salaire a dû être maintenu. Là, c'est l'explication des écarts, c'est ça? Oui. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est ça, il faut expliquer. En fait, il faut Voilà. savoir expliquer. Et Alors, là, c'est je pense peut-être qu'il un faut, peu ouais. compliqué à expliquer ça, Ce mais qu'il faut mettre en avant, c'est le parcours de carrière. Effectivement, on le sait, hein, surtout dans les entreprises, les grandes entreprises, il peut y avoir des personnes qu'on a mis de côté, ou en tout cas sur des postes avec bien moins grandes responsabilités et qui gardent leur salaire de leur vie d'avant. Oui, bah, ça existe et il va falloir expliquer que c'est le parcours de carrière qui explique ça. donc la question sur les conventions collectives, on l'a déjà traitée. Est-ce que la dimension du périmètre, montant, effectif géré, peut justifier l'écart de rémunération sur un même intitulé de poste? Absolument. Bah, Et logique. si, sur un même alors du coup, si on parle de 2 périmètres différents, si on parle de responsabilités managériales différentes ou de lignes budgétaires différentes, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une ligne budgétaire beaucoup plus importante que son collègue, moi j'irais même jusqu'à changer l'intitulé de poste pour qu'il y ait pas de confusion, pas qu'on dise: «Bon, on fait la même chose». Bah, pas tout à fait. Effectivement, il y a des choses qui diffèrent. Alors, question de Magali, sera-t-on obligé, sera-t-on obligé de communiquer à chaque salarié son grade interne, ce qu'on appelle le Absolument. Career Framework, si ce n'a pas déjà été fait? Absolument. L'idée, c'est vraiment pour expliquer la rémunération, à une personne qui en ferait la demande, qui exercerait son droit à l'information, il va falloir dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, vous avez telle rémunération parce que vous êtes à tel grade, ça veut dire ça, ça, ça». Mais ça sera sur le bulletin de paye, le grade, ou non, ce sera autre Ça chose? peut être sur le bulletin de paye, on peut penser plein de choses, hein. Ça peut être dans un document, disponible sur l'intranet, ça peut être sur le bulletin de paye. Vous voyez, sur le droit à l'information, j'ai un client qui, envisage, alors c'est pour l'année prochaine, donc on va voir, mais il envisage sur le bilan social individuel de 2025 de mettre toutes les infos. De dire sur le bilan social individuel, alors, pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est un document qui synthétise l'ensemble des rémunérations qu'on a pu toucher dans l'année. Et donc sur le bilan social individuel, il veut mettre, voilà, je vous rappelle que votre grade, c'est ça, et ce grade-là, ça veut dire petit pavé. Pour passer au niveau grade suivant, ce qu'on attend, c'est ça. La moyenne des salaires sur un poste équivalent au vôtre, c'est ça. Enfin, voilà, il veut tout mettre sur son bilan social individuel pour essayer de se dire, OK, je vais communiquer énormément en amont Mmh. et j'aurai moins de questions, hein, parce qu'on aura envoyé toutes les infos sur la politique de rémunération, sur les grades et coefficients, sur les évolutions et sur les moyennes de salaire. C'est son Heu, pari.
question d'Anne. En fait, y aura-t-il une obligation, mais tu as un peu répondu, une obligation de publication, par exemple sur le site internet de l'entreprise, comme l'index égalité Ouais. professionnelle? Oui, il y aura une obligation de publication de certains indicateurs. De ça. Alors typiquement celui, aujourd'hui c'est pas prévu, en tout cas dans le texte de loi français, c'était pas prévu de publier, les moyennes à poste équivalent. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui est censé rester, en interne, j'ai envie de dire, et même pire qu'en interne, au niveau d'un même métier. Mhm. Une des idées reçues, c'est, bah, voilà, tout le monde doit savoir combien on gagne. Non, c'est-à-dire que si on est comptable et qu'on veut connaître la moyenne des salaires d'un chargé de marketing, ce ne sera pas possible. Si on est comptable D'accord. fournisseur, on pourra demander la moyenne des salaires Des comptables fournisseurs. à son niveau, à poste équivalent. Donc, on va pas connaître les salaires du dessus, du dessous, on va mieux connaître sa situation à soi et en tout cas le contexte dans lequel on évolue soi-même. Question dont je pense avoir une idée de la réponse. Le nombre d'années d'expérience professionnelle pourra-t-elle être un critère objectif de différenciation? Alors, en Alors, fait, je suis pas sûr de connaître la réponse. ça pourrait. Après, est-ce que c'est vraiment un critère objectif? Il y a des personnes qui ont un parcours de carrière en 15 ans que d'autres, font en 10. Donc est-ce qu'en interne, on sera prêt à dire: «Bah oui, Michel est mieux rémunéré que vous parce que, il a 15 ans d'expérience». Si la personne, elle dit: «Bah oui, mais factuellement, on fait littéralement la même chose, on a le même impact», ça pourrait, hein. Il y a des contextes où ça pourrait marcher. D'autres, où il faudra faire prendre ça avec des pincettes. Alors, c'est vrai qu'on parle de grade, on parle de système, donc on parle beaucoup de grands groupes qui ont des systèmes très, très organisés, qui ont mis en place des tas de choses. Là, quand même pas mal de questions qui viennent de sociétés plus PME. Olivier notamment me demande, est-ce que le poste équivalent n'est lié qu'au titre pour les PME qui n'ont pas de grade? Non, le poste équivalent n'est pas lié qu'au titre, mais ce serait bien qu'il soit lié un peu au grade. Le grade, ça peut paraître beaucoup à mettre en place, Hmm. mais c'est pas si lourd que ça. Quand on regarde une équipe, je l'ai fait il y a pas longtemps dans une PME, leur business, c'est des centres d'appel et donc il y a des chargés d'appel. Les call Voilà. centers. Et finalement, dans les chargés d'appel, en fait, on peut voir les différences entre, bah, quelqu'un de très junior, qui a pas beaucoup d'autonomie et qui doit suivre le script et dès qu'il y a un problème, il lève la main pour qu'une personne plus expérimentée réponde. Donc là, on a tout de suite quelqu'un de plus expérimenté qui peut se permettre de sortir du script, qui peut aider les plus jeunes et la personne senior qu'on appelle quand il y a un gros problème. Donc en fait, c'est une PME, ils sont pas nombreux, ils n'avaient pas de grade en interne et ben on en a mis. Sur Saint-André, on a dit: «OK, là, factuellement, il y a, 3 niveaux et ben, on va dire qu'il y a 3 niveaux et on va expliquer la différence entre chacun». Ce qui va nous permettre aussi d'expliquer très clairement les différences. Et au-delà des niveaux, c'est une anecdote qui s'était passée chez un client qui, lui, a fait le choix de mettre en place une prime d'ancienneté. On n'aime pas, lui, il adore. Et dans une équipe, il y a un binôme avec, 2 collaborateurs, qui ont 25 ans d'écart. Mm. Le premier, que je vais appeler Michel, il est dans la boîte depuis 25 ans, et il est en binôme avec Kevin, qui est juste diplômé et ils font le même travail. Ils sont interchangeables. Et Kevin est très frustré que Michel gagne beaucoup plus que lui. Beh, là, le travail du dirigeant, ça a été d'expliquer et quelque part plutôt d'assumer, de oui, dans ma boîte, en fait, quand tu restes longtemps, bah, tu Mm. gagnes plus parce que pour moi, c'est important. Pour moi, ça apporte de la valeur. Parce que Michel, bah, il fait certes la même chose que toi, mais quand il y a un pépin, il sait tout de suite quel Mm. canal Mm. utiliser, etc., etc. Donc, c'est être très clair sur les différences qu'on fait en interne et les expliquer. Ouais, alors là, après, bon, ouais, on pourrait discuter pendant des heures de ton exemple, parce que tu dis il a plus d'ancienneté, mais il sait mieux faire les trucs que toi parce qu'il a plus d'ancienneté quand même. Oui, mais voilà, là, On pourrait imaginer quelqu'un qui soit pas forcément meilleur, mais qui ait juste plus d'ancienneté. oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait dans la boîte? Oui, j'aime bien être un peu provoque, je n'ai pas la réponse. C'est plus facile d'être de mon côté du bureau. Bon, voilà, ok. Donc, je sais pas, je répondrai pas. Donc, donc on était d'accord. Jérôme était d'accord, il confirmait pour la métallurgie. Bon, comment établir des grades en cohérence avec les intitulés des jobs individuels et contractualisés? Bon, ça, enfin, ça c'est soit vous prenez un manager de transition Valtus pour vous aider à le Mmh. faire, soit vous faites appel à Sandrine pour vous donner la méthode, vous lisez son livre, mais c'est sûr que là, on va pas pouvoir répondre. Enfin, tu peux peut-être dire quelques Non, trucs. mais effectivement, je pense que les DRH savent faire ça très bien. Et parfois, il ne faut pas chercher des trucs très complexes. Parfois, passer par un cabinet, type les grands cabinets de conseil, Hays, Willis Towers Watson, qui vont vous donner un grade, une note calculée, ça sera très utile. Et parfois, faire du simple, du junior confirmé senior, ça fonctionne aussi. Il ne faut pas forcément aller chercher quelque chose de très complexe. Il faut rester très pragmatique. Et ça, les DRH Valtus savent le faire très bien. Alors, David nous interpelle.
Merci pour la présentation. David, c'est un plaisir, surtout que c'est Sandrine qui bosse. Donc moi, je suis contente de lire les questions. Le but de la directive est de réduire les écarts de salaire hommes-femmes. Mm. Bon, est-ce que c'est vraiment que ça le but de la directive? Pensez-vous qu'elle va vraiment être efficace? Première question. Cette transparence existe dans d'autres pays. Est-ce qu'ils ont une meilleure situation en termes d'égalité? Alors, il y a deux choses. Est-ce que ça va réduire les écarts? Ben, moi, je pense que oui. Je pense que oui, et parce que plus de transparence va permettre à chacun, chacune de mieux défendre ses intérêts. Quand il y a une grille de salaire, quand il y a une fourchette de salaire qui est sur une annonce, ben, on sait pour combien on joue. Donc on ne va pas forcément minorer sa négociation. Hmm. Quand on sait que son collègue, quand on sait que la moyenne des salaires pour notre poste est plus élevée, ben, on va pouvoir aller défendre ses intérêts et donc réduire ces écarts. Aujourd'hui, on a l'index égalité professionnelle qui est perfectible, je vous l'accorde, mais qui, dans des environnements, a déjà porté des fruits. Il y a quand même des situations qu'on a pu améliorer grâce à l'index. C'est pas parfait, certes, mais on voit que l'index a amené quelque chose. Et dans les pays où on a beaucoup de transparence, alors sans surprise, le Nordique, Hmm. les pays du Nordique, l'Islande, non, je crois que c'est la Norvège qui est numéro un sur la transparence. La Norvège, la Suède, le Danemark, l'Islande, ils sont très transparents sur la rémunération et ils ont très très peu d'écart entre les hommes et les femmes. Donc, et puis il faut aussi voir le sujet de manière plus globale, hein. Aujourd'hui, on piste les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, mais cette directive, parce qu'on va forcer les entreprises à être claires sur les règles du jeu, va amener davantage d'équité en interne. Il y a une personne qui, un jour, dans une conférence, me disait que lui, c'était un ancien Arthur Andersen. Alors déjà, moi, cette boîte me fascine parce qu'elle n'existe plus depuis 20 ans. Et Je tout, suis un ancien Arthur Andersen, c'est attention. fou, la marque, non, sur la marque employeur de cette Hmm. boîte où les gens, 20 ans après, continuent de dire je suis un Arthur Andersen. Il y a une association des anciens d'Arthur Andersen. Et Voilà. il me dit, là où il a travaillé, lui, en fait, les gens se parlaient de rémunération. Il dit, l'équipe se parlait de Hmm. combien j'ai eu en augmentation, combien j'ai eu en bonus. Hmm. La conséquence, il dit que ces managers devaient être très solides sur leurs appuis. Parce que celui ou celle qui avait eu moins en bonus Hmm. allait venir lui dire pourquoi moi j'ai eu moins. Et donc le manager devait pouvoir dire oui, en fait, c'est toi qui as eu moins dans l'équipe parce que, bah voilà, c'est objectif, c'est objectif, c'est objectif. Et que lui, il n'a jamais autant défendu sa valeur que quand il était là-bas dans cet environnement où les gens se parlaient de leur rémunération assez simplement et où les managers jouaient le jeu à expliquer. Alors, ça ne veut pas dire que les gens, ça leur fait plaisir quand vous leur expliquez, hein. Évidemment, ça va bouder un peu, mais il n'y aura pas de colère. Enfin, moi, ce que je vois dans les environnements qui sont passés à quelque chose de plus transparent, et je vous arrête tout de suite, la transparence pour moi, c'est pas on publie les salaires et c'est open bar, hein. Mais quand on a fait un effort de transparence, il y a des mécontentements, il y a des désaccords, mais il y a moins de colère. Et c'est ça qu'on essaie d'adresser aussi en allant vers plus de transparence. Donc, ce n'est pas une question, c'est un côté positif que ça va éviter au recrutement, notamment pendant les périodes de recrutement, les enchères à la hausse de salaire par certains candidats en raison des grilles. Ça protège aussi les entreprises sur ces situations-là. Alors, ce qui m'amène à poser immédiatement une autre question qui est, à mon avis, une question pertinente. Comment on fait sur des fonctions à tension? Par Ah, exemple, bah les oui. développeurs. J'ai 50 développeurs dans ma boîte, ça m'est arrivé dans ma vie passée, puis subitement, pénurie, puis il y a toutes les scale-up qui arrivaient, et subitement, pouf, Mm. 30% de plus sur les salaires des développeurs qui pouvaient télétravailler de chez eux. Donc moi, j'étais à Nancy, avant, il n'y avait que le petit bassin nancéen. Maintenant, ils pouvaient travailler pour toutes les boîtes de France et du monde de Lorraine. Ouais. Comment tu traites ça? Alors, tu veux dire encore explication des écarts, mais Évidemment, la directive, elle prévoit ça. C'est-à-dire que si, et le texte français va le prévoir aussi, si on est sur un métier à tension et mm, que non, tu ne recrutes pas un développeur, tu recruteras personne à moins de 60 000 euros, mm, et ben on va faire un écart. Et aujourd'hui, ces écarts, il y a des entreprises qui les assument et de dire voilà, je suis désolé, mais là, on doit recruter quelqu'un dans l'équipe, mm. ben, on est obligé de le mettre plus au bout. Il faut quand même pas se leurrer. Le message Ah, que mais tu ça va envoies, être c'est si tu gagnes 50 chez moi et que je recrute à 60, si tu veux passer à 60, tu quittes la boîte et tu oui, te fais recruter ailleurs. absolument. Enfin bon, Ah, mais remarque. c'est le message qu'on envoie et c'est là où il y a un arbitrage à faire. C'est Mm, parfois, moi, j'ai des dirigeantes qui me disent je dois me prémunir de ce risque et donc j'augmente l'équipe. Et donc, ça me coûte une fortune. mm, Mais s'ils partent, il va falloir que je recrute des gens très chers, donc autant qu'ils partent pas et qu'on parte pas sur un process de recrutement de 6 mois. mm. Et il y en a d'autres qui me disent je tente le coup. Je suis mon propre assureur, je tente le coup et je croise les doigts que personne ne s'en mêle. Ok, donc je pense qu'on a répondu en partie. Alors, Camille, question très pratico-pratique, hein. Comment avoir accès au projet de texte? Ah, alors, moi, j'ai payé un abonnement sur AEF Info, mais il était disponible sur certaines plateformes RH, enfin, certaines plateformes d'information. Moi, je l'ai eu via AEF Info. Mm. Si vous avez un abonnement,
sur ce site-là, mais les journalistes partageaient en tout cas les éléments. Tu dois en parler un peu dans ton livre, j'imagine. Absolument, pardon, je retire, il est introuvable. Vous aurez tous les éléments là-dedans. Exactement. Donc, il faut, aux éditions de l'Oxymore, Sandrine Dorbe, Transparence des salaires et guide de survie à l'usage des dirigeants, dans toutes les bonnes librairies. Il nous reste 5 minutes avec une petite conclusion pour remercier tout le monde. Donc, je prends les questions là comme elles viennent. Bonjour, merci pour votre présentation très claire. Merci Sandrine. Je crains la situation où pour mettre en cohérence des intitulés de poste, on devrait avoir des conversations délicates, entre guillemets, avec certains salariés qui vont changer de chef de projet à chef de projet junior. Certains sont très sensibles sur cet aspect. C'est vrai Absolument. que parfois, tu t'augmentes pas la personne, mais tu lui changes le titre sur son bulletin de paye. Alors, tu arrives à voir, tu as 15 personnes qui ont des titres différents en fonction de l'historique des managers qui ont dit, voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Évidemment. Mais c'est lié au grading, ça. C'est lié au grading et évidemment, évidemment, ça va pas être très confortable. Là, je pense à une cliente qui, elle, a eu on avait un sujet sur un grade, alors c'était un grade de directrice et naïvement, je m'étonne d'une personne. Elle me dit: «Ouais, non, mais en fait, elle, on l'a mis directrice, mais elle n'est pas vraiment directrice. C'est juste que, on a lâché parce que, elle poussait trop et on a lâché». Ah oui, mais alors demain, ça va faire bizarre parce que cette personne qui a pas les mêmes responsabilités managériales, pas les mêmes responsabilités opérationnelles, pas les mêmes lignes budgétaires, elle va se comparer à des gens qui l'ont. Donc, oui, je comprends les petites négociations qu'on a pu faire, les petites choses. Ce que moi je dis pas que ce sera facile. Je ne dis pas que la directive elle a raison ou qu'elle a tort. Je ne participe pas à ce débat. Simplement, elle arrive. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses pour essayer de le vivre avec le moins de douleur possible? Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de douleur. Je ne dis pas que ce sera facile. Et je ne dis pas que demain ce sera oui, oui au pays de la RH et que tout sera beau. C'est le texte existe. Bah, comment on fait pour essayer de l'adresser? Et c'était tout l'ambition de ce livre, de donner des repères clés quelque part et des idées aussi dans les éléments que je partage. Comment est-ce qu'on peut essayer de commencer son chemin vers plus de transparence? Ok. Peut-être une dernière question. Il faudra que tu penses à passer la dernière slide où vous aurez celle d'après, je pense. Bon, le merci, je le ferai, mais je pense qu'à la fin, vous aurez. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui veulent rentrer en contact, alors avec moi, ce n'est pas très, très compliqué, mais Sandrine, comme je vous l'ai dit, il y a quelques vidéos qui creusent de façon ludique et amusante et synthétique les sujets, notamment les idées reçues sur la transparence. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je rappelle qu'on enverra cette présentation. Peut-être une dernière question avant la conclusion. Euh, Moi, je vais me permettre un mot. voilà. La première personne qui donnera le titre de mon premier livre gagnera le deuxième. Voilà. Donc là, il fallait suivre. Avec LinkedIn, c'est pas très très Oui, compliqué. mais qui sera le plus rapide? Donc, Le ou la plus voilà. rapide? Donc, Sandrine est en train de taper. Je ne sais pas si c'est pour gagner le deuxième livre. Voilà. Alors, un dernier commentaire. Sauf cas particulier, la directive n'introduit pas grand-chose de nouveau. Oula, alors ça comme C'est tout. Aline qui a gagné. Voilà. Bravo Aline. Vous me contactez Aline et je vous l'envoie avec plaisir. Mais Aline me fait bouger mon truc dans tous les sens, j'arrive plus à lire. Sauf cas particulier, la directive n'introduit pas grand-chose de nouveau d'un point de vue pratique. Il s'agit d'avoir et de se servir d'une classification des emplois. Voilà, je m'arrêterai juste là. Il suffit d'avoir une classification des emplois. Voilà. Okay. Enfin, sauf cas particulier. Alors, je ne vous connais pas TB04, si tant est que vous n'êtes pas une IA comme on le soupçonne au départ, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont une classif parce qu'on est obligé d'en mettre une en paye. Mais combien d'entreprises s'en servent parce qu'elle est utile? Donc, déjà, rien que ça, souvent, les gens qui me font cette remarque, c'est des gens qui ont beaucoup évolué dans des systèmes où ça a été très élaboré. Exemple, la métallurgie. Mais donc déjà, il suffit d'avoir une classif. Ben moi, la plupart des entreprises que je croise n'ont pas une classification qu'elles utilisent dans l'opérationnel. Il suffit d'avoir un truc sur l'NAO. Mais il y a tellement d'entreprises qui bricolent. Et c'est pas un reproche. Hein. On fait bien quand il suffit d'avoir une grille. Mais qui a une grille? Enfin, bref, il suffit. Une grille. La majorité des entreprises ne sont pas prêtes. Alors, ce n'est pas une fatalité. On peut avancer. Il y a des choses très pratico-pratiques à faire. Et j'espère que dans ce webinaire, on a pu partager avec vous des idées, des choses auxquelles vous pourrez penser. Alors, pas dès demain, c'est vendredi, mais dès lundi, pour enclencher vos prochaines discussions en CODIR. Préparer le plan d'action. On a le droit de penser. Donc, on est rassuré. TB4 est bien une personne humaine. Donc, TB4, si tu nous regardes, on te salue. Écoutez, il est 9h29. Déjà, Sandrine. Oh, comme le temps passe quand on s'amuse.
Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli. Merci à vous Merci d'avoir été beaucoup avec nous ce pour matin. cette masterclass que j'ai trouvé très, très pertinente. On n'a pas traité tous les sujets. Je pense que les sujets, il y en a encore. Mais bon, je pense que ça vous a donné un premier aperçu de cette directive. Merci Amélie, merci Manon, merci Kevin, le collègue de Michel, qui nous ont aidés pour que ça se passe du mieux techniquement. Désolé au début, là, j'avais du mal à voir vos questions. J'ai dû aller sur mon téléphone, mais j'écoutais, voilà, et je n'ai pas trop perturbé Sandrine. Écoutez, demain sur LinkedIn, vous aurez le replay de cette présentation sur YouTube. N'hésitez pas à la transférer à toutes les personnes à qui ça pourrait être utile. La directive des salaires, c'est important pour tout le monde, pas que pour les RH, pas que pour les DG, je pense pour tous les managers. Et j'espère très sincèrement que cette heure passée ensemble vous a permis d'en savoir plus et de savoir mieux, parce que n'oubliez pas que dans How Much, Dans combien, il y a d'abord comment. voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci Sandrine. Merci Et passez une excellente semaine et des bonnes fêtes de fin d'année, même s'il est encore un peu tôt pour en parler. Très bonne journée.